Bonjour et bienvenue à cette émission d'intérêt public au cours de laquelle Joël Monzé, docteur en neurosciences, et moi-même, Martine Laval, nous échangerons et nous discuterons avec nos invités sur des sujets qui nous interpellent. Question de faire tourner le vent, de trouver des alternatives ou des solutions. Simplement s'inspirer. Mes invités aujourd'hui, Gabriel Thibert, cofondateur de Libre Média. Bonjour. Bonjour. Nadine Cazenave, master en sophrologie et en PNL. Bonjour Martine. Et Marco Vingendaire, auteur, historien et cofondateur de Libre Média. Bonjour Marco. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, le transhumanisme et la quête de vie éternelle. Bonjour Joël. Bonjour Martine. C'est quoi le transhumanisme, Joël? Le transhumanisme, c'est la période dans laquelle on est actuellement. On a fait plein de découvertes en santé, en technologie, en biotechnologie. Et si, au départ, la volonté de ces outils-là, c'était surtout pour soigner des personnes qui étaient éventuellement malades, d'accord? On se rend compte de plus en plus que certains produits peuvent augmenter les capacités humaines. Par exemple, si je suis un sportif et que je veux arriver à mieux performer sur une étape du Tour de France, je pourrais prendre de l'EPO. Donc à ce moment-là, mon corps va pouvoir avoir des ressources beaucoup plus efficaces que ma physiologie normale et ça va éventuellement me permettre, d'accord, de pouvoir gagner l'étape. Le seul problème, c'est que le dopage sportif est de moins en moins toléré. Donc, je vais avoir de nouvelles solutions. Le dopage génétique. Et à ce moment-là, je vais prendre des produits qui vont modifier ma génétique pour être capable justement de gagner une étape du Tour de France ou n'importe quelle autre compétition, quelle qu'elle soit. On retrouve ça au niveau cognitif. On retrouve ça au niveau des compétences de tous les jours. Et en fait, certaines personnes se mettent à se dire, mais moi, j'ai tellement... En fait, ils ne se le disent pas, mais c'est un peu ça. J'ai tellement peur de mourir. D'accord? Et je suis tellement intelligent. Tu sais, tout le monde admire mon intelligence. Je suis devenu une vedette sur Facebook en plus. Puis j'ai quelques millions de dollars que je me suis accumulés, tant mieux. Tu sais. Et je suis tellement génial qu'il faudrait vraiment prendre ma belle intelligence et la mettre dans un ordinateur pour pouvoir faire profiter tout le monde de cette belle lumière que je leur propose. Et donc, en fait, on est dans une situation actuellement où la technologie nous permet de plus en plus de faire des actions comme celle-là, et c'est en parallèle avec le fait qu'on a de moins en moins de spiritualité. On critique de plus en plus la spiritualité. Les êtres humains sont déconnectés de leur histoire personnelle. Il y a beaucoup de critiques sur les cours d'histoire. Ce n'est pas pour rien que Marco est avec nous aujourd'hui. C'est certain qu'il y a quelque chose qui est là, qui fait en sorte que l'industrie prend de plus en plus le contrôle de nos vies. Et ce qu'on vient de vivre avec la crise sanitaire dans les 2 dernières années, moi, je n'aurais pas aimé être ministre dans cette période-ci, et même pas, en fait, être un inventeur de la RNM, d'accord? Mais quelque part, on a commencé à normaliser l'usage d'une nouvelle technologie qui va aller jouer sur la manière dont nos cellules fonctionnent au tréfonds. Alors, tu sais, je pense à mon cousin qui, lui, travaille sur des technologies ARNM pour soigner des enfants qui ont le cancer. Et il est souvent coincé avec la mortalité. Il veut vraiment soigner les gens. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on diffuse à tout le monde ces mêmes produits? Est-ce qu'on va nous injecter des vaccins pour éviter tous les cancers? Est-ce qu'on va nous proposer des vaccins RNM pour éviter le sida? Et c'est là que se posent des questions très fondamentales d'un point de vue éthique médical, mais en parallèle, comment est-ce que j'aborde ma mort? De quelle manière est-ce que je peux l'aborder? Ai-je peur de mourir? Est-ce que le transhumanisme me permet d'éviter de me poser des questions fondamentales? Et je crois qu'on se retrouve avec là où les Romains étaient il y a 2000 ans. D'accord? On vit, on meurt. Seuls les dieux sont éternels. Mais la technologie nous permet de devenir éternels. Que fait-on? Est-ce qu'on est en train de court-circuiter l'humanité, l'humain tel qu'il est dans son essence et dans son naturel? OK. Tu vois, dans une précédente émission, on avait parlé de méditation où l'objectif, c'était d'aller chercher les ressources en soi pour augmenter notre degré de conscience.
Est-ce qu'on le fait avec nos ressources internes ou on modifie notre biologie? On ajoute éventuellement des puces électroniques, on modifie nos yeux, on devient l'homme qui valait 3 milliards de dollars, d'accord? Pour pouvoir atteindre ces performances-là. Et on est vraiment dans un enjeu actuellement qui est bien au-delà de la crise sanitaire et qui fait en sorte qu'on doit avoir des débats éthiques par rapport à l'usage de la technologie, comme on l'a fait au niveau du sport, où on a essayé de donner un certain nombre de barèmes pour éviter justement des choix qui seraient plus dommageables pour l'individu qu'un gain éventuellement d'une compétition sportive. Est-ce que c'est le résultat de la science? Marco, vous qui êtes auteur historien, donc l'histoire, pour vous, ça, vous êtes allé fouiller là-dedans, tu es allé fouiller là-dedans, tu joues là-dedans. Ça te dit quoi, le transhumanisme à travers l'histoire? Ben, en fait, c'est ça, il y a une histoire effectivement qui peut être tout à fait étudiée pour comprendre cette idéologie finalement qui prévaut aujourd'hui. Euh, tu parlais un petit peu plus tôt de court-circuiter en fait un Oui. peu dans le fond l'évolution humaine. Effectivement, ben, il y a une histoire dans le monde occidental, particulièrement anglo-saxon, depuis la fin du 19e siècle, puis une bonne, mettons, la première moitié du 20e siècle, où il y avait en fait ce mouvement eugéniste qui était une tentative de la part d'une certaine élite donc dans la société qui voulait donc assurer un peu la survie de ce qu'elle considérait être on va dire comme ça, sa race, parce qu'à l'époque, c'était les termes qui étaient utilisés. Et donc, dans ce mouvement-là, ce qu'on souhaitait faire, en fait, c'était d'avoir un certain contrôle sur les capacités, disons, de reproduction de certains groupes. Il y a eu il y a eu une sorte d'expériences qui ont été faites. Mm. Le Tuskegee, l'expérience Tuskegee notamment, là, qui est très bien documentée. Et il y avait cette volonté-là, donc, d'avoir un contrôle sur justement la reproduction de certains groupes ethniques ou au niveau des classes sociales. Et il y a définitivement, je pense, un parallèle à établir ou en fait une continuité à identifier entre cette idéologie-là et aujourd'hui l'idéologie de l'humain augmenté, où justement on veut avoir un contrôle sur une sorte de survie, en fait une sorte d'obsession de survie qui est, ben, je pense, à la base de cette idéologie-là. Et ben, c'est ça, ça renvoie à un certain rapport à la mort, ça renvoie à un certain rapport au divin, au sacré également. Et ben, c'est ça, c'est des questions extrêmement importantes à se poser aujourd'hui avec la technologie qui est présente, qu'on a développée. Ben, il y a des nouvelles avenues, disons, qui s'ouvrent à cette volonté-là, disons, de contrôler le monde matériel, le monde biologique et cet objectif de survie. En quête d'une vie éternelle? C'est D'une prolongation de la vie? tout à fait, tout à fait. On C'est triche. l'objectif. On triche ou on évolue? Ben, ça dépend de la perspective qu'on va avoir. De ma perspective, c'est une forme on vient tricher, effectivement, on vient tronquer, à mon avis, ce qui est la véritable évolution de Mm. ce qu'on peut être, de notre conscience, de notre humanité. On parlait de court-circuiter, je pense qu'on est à une sorte de carrefour où il y a un chemin qui peut être pris d'un côté, où justement on est obsédé par cette survie, cette peur de la mort, ou de l'autre, où on embrasse notre humanité, on embrasse notre finitude, finalement, on embrasse notre destin qui est quand même la mort, mais à l'intérieur de ça, il y a une beauté, je pense, qu'on peut découvrir et c'est à chacun disons, de faire ses choix, mais je pense que l'humanité est définitivement un carrefour historique. Est-ce que c'est dangereux de jouer à ça, Nadine? On peut constater qu'au fil du temps, encore une fois dans nos sociétés là, occidentales, on s'est débarrassé de tous les rituels. Et ça commence depuis des rituels de jeune âge, hein, mais on va parler là de la mort. On porte plus le deuil, hein, c'est fini. On n'identifie pas la personne qui porte le deuil, donc on continue à vivre avec elle comme si de rien n'était. Donc on lui fait vivre un stress permanent. On est dans le déni de la mort, vraiment. Moi, je crois plus qu'une recherche d'éternité, parce que si on parle d'éternité, beaucoup de gens ont peur de ça aussi.
mais ce qui les anime, c'est le déni de la mort. On ne meurt plus. On ne meurt plus. Hein, regardez quand il arrive des catastrophes où il y a des centaines de morts, euh, qui est responsable? Mhm. C'est parce que au moins là-dessus, on est sûr qu'on n'y est pour rien. C'est la vie et la mort. C'est fantastique. On connaît tous le film, on connaît tous la fin. C'est comme le Titanic. Hein, quand le film Titanic est sorti, on connaissait tous le film, on connaissait tous la fin, et il a eu un succès fulgurant, parce que les gens, ils espéraient quoi? Que le bateau allait pas couler? Et ça fait partie de nos enjeux. Puis, on va aller à la pause, on vous revient avec ça. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, d'avoir senti un petit peu ce qui se passe dans le sujet que tu nous proposes, Joël. Et ça me donne envie d'aller parler de nos racines, l'importance des racines. Gabriel? Oui, ben c'est ça. Moi, personnellement, je me suis rapproché récemment de mes racines autochtones. Justement, c'est une partie de moi dont ma famille s'est coupée elle-même parce que c'était mal vu de ce rapport-là à la spiritualité ou au monde autochtone, à tout ça. Tu sais, ma grand-mère s'est coupée de ses racines, de ses croyances par rapport justement à la vie, à la mort, à tout ce qu'on parle, le monde naturel, le rapport, notre nature humaine, notre nature profonde, en fait. Donc ça, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de retourner à ces racines-là. Puis personnellement, c'est une quête que je poursuis depuis plusieurs années, d'essayer de faire du sens de la vie, de comprendre mon existence. Je pense qu'on se pose tous un jour ou l'autre ces questions-là. Puis ben, pour moi, il y a beaucoup de beaux enseignements qui viennent de ces traditions autochtones-là, de se rapprocher de la nature, justement, que la nature est bien faite. Pour ça que pour moi, justement, c'était un peu incompréhensible qu'on ne respecte pas les gens qui veulent prendre soin de leur santé naturellement. Tu sais, on n'a presque pas parlé dans les dernières années de système immunitaire, par exemple. Je sais que ça a été le sujet d'un autre épisode. Mais tu sais, le corps est bien fait. Notre corps est bien fait, la vie est bien fait, le monde autour de nous est bien fait. Puis il faut, pour moi, je suis en admiration avec la vie, le monde tel qu'il est, tu sais, puis de voir la beauté dans un arbre, dans un être humain, dans la vie en elle-même, tu sais. Fait que je pense que le transhumanisme, un des dangers de ça, c'est de se couper de cette beauté-là qui nous entoure, qui fait partie de nous, qui nous habite, tu sais. Pour vivre artificiellement plus longtemps, Ou pour Ouais. être plus performant, tout simplement. pour être plus Pour être plus performant. Pour vraiment avoir plus tricher. On est d'argent. vraiment dans une tricherie, là, ici. Ouais, Alors ben, qu'en réalité, la beauté de la vie, c'est parce qu'elle a une fin. C'est ça qui en fait quelque chose d'exceptionnel. Si ça n'avait pas de fin, Ouais. ben, j'ai raté ça, je recommencerai demain, et puis à l'infini, comme ça, j'ai toujours le temps de faire. Mais là, on le sait que notre temps est compté. C'est ça qui fait de la vie quelque chose d'aussi précieux, d'aussi magnifique, d'aussi incroyable. Pourquoi cette étincelle de vie, on me l'a donnée, et qu'est-ce que j'en fais? Dépêche-toi, parce que c'est juste une étincelle. Fais-en quelque chose d'important pour toi. Si on enlève la fin de la vie, donc la mort, ben la vie n'a plus tellement d'intérêt. Tu sais? Ça va durer tellement longtemps. Qu'est-ce que je vais m'ennuyer? Waouh! Ça va être long. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça va être long? tout à fait. C'est comme les vacances. Les vacances, elles sont belles en soi parce qu'on sait que c'est un temps donné. Oui, ou tu as tous les autres personnes, tu sais, de la génération des boomers à qui on leur a fait croire que de travailler fort pendant 30 ans, ils allaient avoir la pleine liberté à 55 ans.
et que le reste de leur vie, ils allaient pouvoir être payés pour profiter de la vie. Ça leur a fait aussi accepter, à certains moments, des conditions de travail qui n'avaient peut-être pas de bon sens. Ah. Hmm. Et donc maintenant que ces personnes-là arrivent à la retraite, ben, d'une part, elles s'ennuient. Donc il y a beaucoup de gens qui sont tombés à la retraite, qui sont retournés travailler. Puis je te dirais que quand ils sont dans des magasins de bricolage, je trouve ça extraordinaire parce qu'ils en connaissent tellement plus que moi, donc je peux en bénéficier. C'est très utile, mais eux, souvent, ils s'ennuyaient. Il y en a d'autres qui vont les faire du bénévolat, il y en a d'autres qui vont faire de choses. Mais la notion justement de ne, comment dire, d'accepter des conditions pour le plus tard, ben, c'est que, ah oui, mais si on me les enlève, mais si je tombe malade, et si, ah ben non, mais je veux prendre un médicament, je veux prendre un vaccin, je vais prendre ceci, parce que, tu sais, j'ai accepté des choses que je voulais pas, j'ai pas vécu, maintenant je veux vivre, tu sais. C'est la notion de vie qui a été remise beaucoup en question dans les dernières années. Mhm. Puis aussi la notion de, tu sais, en fait, du divin, peut-être mettons, cette absence, en fait, de Dieu, dans le transhumanisme qui découle, si on renvoie un peu à l'histoire aussi, tu sais, le siècle des Lumières, il y a beaucoup de choses, évidemment, qui sont qui ont été très, disons, importantes pour l'évolution de la conscience occidentale, mais on a également tué Dieu à travers donc cette révolution-là. Et c'est un peu la suite logique, dans le fond, le transhumanisme d'aujourd'hui, c'est un peu la suite où c'est en fait l'humain qui veut se placer à la place de Dieu, se couper d'une transcendance qui le dépasse. Et ben, c'est ça, si on enlève Dieu du portrait ou une sorte de divinité, d'une transcendance, ben, on se retrouve nous-mêmes à ce moment-là désacralisés. On devient une certaine forme des chimpanzés tu sais, qui essaient de survivre dans cette course à l'évolution. Et on se coupe carrément de nos racines par le fait même. Puis je renvoie aussi à la notion de l'histoire. Donc, on sait dans les cultures autochtones l'importance qu'ils donnent à la notion des ancêtres, qui est une forme de porte, en fait, sur la transcendance dans les cultures autochtones. Et je pense que c'est un élément important qui va se manifester différemment d'une culture à l'autre, mais quand même cette mémoire de nos ancêtres, de ces générations qui nous ont précédés, de comprendre qu'on fait partie d'un grand fleuve qui coule depuis bien longtemps avant notre mort, notre naissance et bien après notre mort. Donc, on se retrouve, je crois, avec disons, une capacité d'embrasser tu sais, le divin en nous, le divin qui nous entoure et disons, ce grand fleuve qui est la vie, cette succession de générations, ben, on se sent beaucoup mieux, je pense, ancré dans notre humanité et dans le moment présent. Donc, il y a vraiment, c'est ça, c'est deux idées ou deux écoles de pensée, disons, qui rivalisent et ça sera à nous de faire les choix dans les années qui vont suivre. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, j'imagine, dans toutes les cultures, en fait. Mhm. Cette volonté d'avoir un sens à la vie, un sens même à la mort. Donc, à partir de là, c'est comment on utilise notre vie pour donner éventuellement ce sens. Cette recherche de jeunesse éternelle, ces transformations physiques, Le botox, oui, le botox, la chirurgie plastique, vraiment cette quête de la jeunesse regarde la éternelle. journaliste qui s'est faite Oui. licencier parce que pour la première fois, elle se permise de venir avec ses cheveux de la vraie couleur. Ouais. Avec son âge à 50 ans, ils étaient plutôt blancs. Et on l'a mise dehors juste parce qu'elle notifiait. Tu sais, quelque part, nous, les gars, on a cette chance-là. Nous, on peut venir, ça donne un Ouais. peu de sagesse, quelques cheveux gris, mais c'est inacceptable pour la femme. Ouais. Elle doit incarner cette jeunesse-là. Donc, elle doit se transformer pour répondre aux attentes du moment qui est, ben, il faut paraître jeune. En tout cas, pour la femme, il vaut mieux paraître jeune et ne pas être dans sa peau, finalement. Ne pas vivre ces Mais vraies là, étapes de la vie. On se rend compte que tout ça, c'est une fuite de la vie permanente, Oui. de la réalité de la vie. On idéalise, on veut s'idéaliser, on veut idéaliser l'humanité et on fuit la vie. Parce que si on n'accepte pas la mort, la vieillesse, on ne vit pas. Vivre, on est là. Tu sais, les mouvements New Age nous ont
encore propulser, c'est la queue de encore la performance. Ah ben là, maintenant, il faut que vous développiez votre conscience, il faut que vous développiez votre sagesse, il faut que... Arrêtez, là. On nous demande pas ça. Déjà, commencer par vivre, d'accepter la vie telle qu'elle est. Accepter, hein, je l'ai dit dans une autre émission, c'est mon cheval de bataille, c'est accepter la vie. Et la réalité de la vie. Tu sais, Et quelque la part, ré- c'est ça. nous offre. pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de personnes qui ont accepté, on va aller à la pause dans quelques instants, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui ont accepté les conditions de confinement, les ruptures sociales? C'est qu'ils ont accepté de tout protéger pour avoir leur vie. Oui. Et quelles que soient, tu sais, les décisions, les virologues avaient certainement leur logique à eux, mais ça reste quand même que beaucoup de gens ont accepté ces conditions-là parce qu'ils avaient de la difficulté à gérer cette réalité qu'un jour, on peut mourir. C'est ça. Ne plus vivre par peur de mourir. Oui, tout à Ne fait. plus Et on a vivre reproché par aux gens Exactement. qui descendaient dans la rue de dire le mot liberté, et on s'en est moqué abondamment dans de nombreux espaces. Mais en même temps, ces gens-là, ben, peut-être qu'ils avaient juste une autre vision de c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, c'est quoi un virus, comment est-ce qu'on peut... Et ces deux visions-là, elles existent dans notre société. Et l'important, c'est de pouvoir arriver à les identifier sans dire que moi, je suis meilleur que toi ou toi, tu es moins bon que moi. Non, non, c'est comment est-ce qu'on associe tout ça pour faire un tout et ensemble, on recrée une société qui se pose des bonnes questions. On va à la pause et on vous revient après ça. Alors, que diriez-vous, à travers tout ce qu'on a passé, à travers quoi nous sommes passés dans les dernières années, avec la pandémie, cet enfermement, ces empêchements, on arrête de vivre pour ne pas mourir. Oui. Nadine, Alors, amène-nous sur ce terrain. Oui, je vais vous donner le témoignage d'un homme de 95 ans qui a fait 3 guerres et qui s'est quand même rendu jusqu'à 95 ans. Il sort, on est dans le confinement, il sort comme tous les matins à pied pour aller acheter son pain et son journal, sans masque. Et un jeune policier l'arrête et lui dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit de vous promener, il faut que vous restiez chez vous à l'âge que vous avez, puis si vous sortez, il vous faut un masque. » Et mon père lui a dit « Non. » Il a dit « Mais monsieur, on fait ça pour vous protéger, pour éviter que vous pouvez mourir avec la Covid. » Et mon père lui a dit « Je suis au courant. Ça fait un petit moment que je suis au courant. Tous les matins, je me le rappelle. Et aujourd'hui, vous voulez m'empêcher de vivre pour me protéger de la mort qui, de toute façon, m'attend là, d'un jour à l'autre. Alors, quand j'étais jeune, vous m'avez envoyé à la mort. Je suis passé à travers. Et maintenant que je suis prêt à mourir, vous m'empêchez de vivre. » On est dans ce paradoxe-là. Les gens ne veulent plus mourir. Il ne faut plus laisser mourir. Il ne faut plus être vieux. Il ne faut plus être malade. Il ne faut plus être handicapé. Il faut être bon tout le temps, jeune. Et c'est là que l'industrie joue. Ben oui. C'est-à-dire que nous sommes devenus vulnérables parce qu'on a perdu cette quête essentielle qui fait, en tout cas selon moi, partie de nos vies. Et là, l'industrie nous propose. Alors, on va nous proposer un savon extraordinaire et une machine à lessiver encore plus géniale. C'est certain que c'est mieux que d'aller dans le lac du coin pour aller savonner nos draps, nos vêtements et ainsi de suite. Quelque part, on gagne. Donc, la technologie est utile, la voiture aussi. Maintenant, comment on l'utilise? On sait que les problèmes cardio-respiratoires, surtout et cardiovasculaires, dépendent surtout du nombre de fois où on prend notre auto parce qu'on ne marche plus assez. Donc, quelque part, la technologie nous conduit aussi vers des difficultés. Et de quelle manière, maintenant, par cette peur de mourir, on est en train de nous proposer des nouvelles technologies. On est en train de nous inviter à prendre des médicaments au cas où on serait malade. Parce que j'ai rien contre le vaccin en tant que tel, mais le vaccin RNM ressemble beaucoup plus à un médicament préventif, un peu comme la trithérapie.
C'est-à-dire qu'on injecte un produit qui nous rend légèrement malade, ce qui fait en sorte qu'on pourrait mieux résister si on est en contact avec le vrai virus. Donc, c'est plus un traitement préventif qu'un vaccin, contrairement au vaccin de la rougeole où quand on l'injecte à un enfant, éventuellement, ben, il a tellement d'anticorps qu'il va mieux gérer. Mais ici, c'est là qu'on est dans une période de transition. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le proposer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Il y a un problème quand on essaie de l'imposer et que ça va à l'encontre des valeurs de la personne. Et c'est là que ça devient des enjeux spirituels, c'est là que ça devient des enjeux humains et que nous devons nous réapproprier ce discours-là. Les virologues, ils ont fait leur job. Ils ont fait exactement ce pourquoi ils étaient payés et leur science nous a aidés. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on doit voir la vie à travers les yeux de la virologie. Moi, j'ai plus envie de les voir à travers la vie pour vrai, les voir à travers l'histoire, comme Marco nous le raconte, de le voir à travers l'expérience amérindienne, comme Gab peut nous l'expliquer. Oui, parce que, d'accord, tout ça va nous amener des plus, des plus, des plus. Mais est-ce que les gens sont plus heureux? Est-ce que les gens sont moins inquiets, moins anxieux? Ça solutionne rien. Regardez, les gens, ils se sont tous fait vacciner, puis ils étaient terrorisés pareil. Ça ne changeait rien. Parce que on le sait que le bonheur, la sérénité, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. C'est pas avec des bidules extérieurs, de la technologie extérieure, qu'on est plus heureux, qu'on est plus serein, qu'on est en paix et qu'on se connaît mieux. Alors que, encore une fois, accepter sa vie telle qu'elle est et être capable d'en faire quelque chose de magnifique, parce que c'est ça qu'elle est, la vie magnifique, exceptionnelle, rare. Alors là, oui, je vais commencer à trouver une plénitude à l'intérieur de moi. Puis j'ajouterais aussi, tu sais, cette vie, effectivement, elle est magnifique. Le monde dans lequel on vit est merveilleux quand on prend le temps de regarder, de se poser. Et nous-mêmes aussi, on est porteurs d'une grande beauté. Et justement, quand on en prend conscience, quand on apprend à se connaître, on découvre les talents qui nous ont été donnés, tous les dons qu'on a reçus et à travers cette prise de conscience, dans le fond, aussi de ce qu'on est nous-mêmes. Tu sais, dans la Bible, on parle Dieu a créé l'humain à son image. Bien, à quelque part, on a nous-mêmes, on est porteur d'un caractère sacré, d'une divinité. Et dans le même sens que de s'ouvrir à la vie pour en faire quelque chose de beau, bien, de s'ouvrir à soi-même dans le bon espace, disons, dans le bon équilibre entre toutes les dimensions, ben, c'est aussi, à mon avis, un moteur formidable pour justement se donner les moyens de réaliser nos rêves, de tracer des vies qui sont dans l'acte créateur et non de subir la Ça. vie. Hein, il y a toujours le balancement intérieur-extérieur. Je prends souvent la métaphore du tremblement de terre. Nous sommes tous convaincus, ça peut être une croyance, que la terre ne bouge pas. Ça, c'est solide. Hein? L'eau, pas sûr, mais la terre, ça ne bouge pas. Quand il y a un tremblement de terre, un gros tremblement de terre, le cerveau est totalement déstabilisé parce que c'est quelque chose qui ne doit pas bouger. Donc, c'est la panique. C'est la panique tant qu'on est positionné à l'extérieur. Mais si au moment du tremblement de terre, je prends quelques secondes pour dire à l'intérieur de moi, absolument rien n'a changé. Mon cœur continue à battre, mes poumons respirent, mon sang circule, rien ne bouge. Là, je vais retrouver mon calme, je vais retrouver mes capacités divines ou mes capacités humaines, tout simplement. Je vais contacter la vie qui est en moi. Ça ne veut pas dire que le tremblement de terre va disparaître, mais je vais rester tellement calme que je vais trouver ce que j'ai à faire dans cette vie-là, dans cet espace-là qui est en effervescence, et je vais faire les bons gestes. Et c'est drôle, comme par hasard, ben, je vais être aux bons endroits. Je ne vais pas me trouver à l'endroit où l'immeuble va me tomber dessus. Parce que je reste calme, je ne panique pas. Parce qu'en réalité, à l'intérieur de moi, rien n'a changé. Mon corps continue à fonctionner comme d'habitude. Il s'en fout du tremblement de terre, lui. As-tu l'impression que les communautés amérindiennes ou autochtones sont dans une dynamique d'être beaucoup plus connectées à cela ou
eux-mêmes sont été pris par la réalité des sociétés occidentales? Je dirais ils ont été. Il y a beaucoup de perdus, beaucoup de divisions, autant, je dirais, internation, intranation et aussi int- à l'intérieur de chaque individu. Il n'y en a pas beaucoup qui sont restés connectés à ce savoir-là, aux traditions. Tu sais, euh, c'est très dispersé. Tu sais, beaucoup se sont fait prendre par le courant de la modernité, qui a justement des avantages. Tu sais, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il y a des avantages aussi. Il y a tu sais, c'est pratique d'avoir une voiture, c'est pratique d'avoir un téléphone pour pouvoir se parler, pour pouvoir communiquer plus facilement, échanger de l'information. Tu sais, à travers la technologie, on est capable d'échanger ensemble puis que des gens puissent voir ça du confort de leur maison. Mais c'est ça, ça peut aussi avoir ses côtés néfastes. Donc, mais Mais dès qu'ils y retouchent, tu disais que ta grand-mère elle s'était coupée ouais. de, de son passé, de ses traditions, etc. Mais est-ce qu'elle, inévitablement, est-ce que ça lui revient ou est-ce qu'elle y retouche ou le fait que toi, tu y reviennes pour aller mieux comprendre, mieux le vivre et mieux ressentir en fait d'où tu viens, parce que c'est important de savoir d'où on vient, est-ce qu'on ne comprend pas mieux que c'est là qu'est le chemin? Oui, oui, puis mais ce qui est dans le cas de ma grand-mère spécifiquement, c'est juste qu'il est un peu tard. Elle est rendue, tu sais, très avancée en âge, mais pour moi, puis ma mère aussi, puis des cousins, cousines, il y a je dirais un mouvement un intérêt qui est plus marqué maintenant qu'avant. Puis je pense que la pandémie a Un retour aux contribué à sources, ça, un un désir retour aux de sources. retour Ouais, aux sources pour le vrai, ouais. pour ce qui se passe de vrai et de tangible. Et de... Exact, le retour aux racines. Puis Oui. Marco, je pense qu'il est bien placé pour nous expliquer un peu tu sais, comment ça s'est produit, un peu cette coupure-là, mais c'était très mal vu à l'époque là, de Mais tu ces sais, traditions-là. Là. ma première conjointe avait du sang amérindien. Et un jour, je pense qu'on était sur la côte nord, on est dans un musée et on tombe sur des livres d'apprentissage de la lecture où on parle des sauvages. Moi, je vois ça, tu sais, je suis d'origine belge, donc je n'avais jamais vu ça. On enseignait ça dans les années 50, 60, Oui. peut-être même encore 70. Et je fais la remarque à Julie, et Julie me dit, mais tu sais, Joël, je ne suis en paix avec mes racines que parce que je suis avec toi, parce que ton émerveillement et ton intérêt par rapport à mon origine, comment dire, autochtone, fait en sorte que je suis en paix avec ça. Mais sinon, pour elle, elle se dissociait comme son père et son grand-père l'avaient fait auparavant. Donc, on a conduit ces peuples, cette richesse-là, vers un été noir pour imposer, et on revient dans les défis du transhumanisme, pour imposer une manière de vivre qui est très mécanique et dans laquelle on a Artificielle. qui est artificielle. Et ce sont les grands enjeux actuellement de comment on va utiliser les différentes technologies, quelle vie est-ce qu'on veut. Et je crois qu'il y a assez de films de science-fiction qui nous montrent c'est quoi les cyborgs, qui nous montrent c'est quoi une vie artificielle. Je veux dire, Blade Runner, qui est un de mes films fondateurs, le montre. Les gens ne sont pas plus heureux pour la cause, au contraire. Alors, on vous revient. Moi, je suis, Une question que je me pose, moi ça fait 30 ans que je vis au Québec, et je me pose donc la question à moi, mais surtout à tout le monde autour de moi, sur les plaques des voitures. Je me souviens. Pourquoi est-ce que c'est la devise du Québec et pourquoi jamais personne n'a été capable de me répondre à cette question? Marco, as-tu une idée? J'en ai une petite idée. Évidemment, c'est ça. En fait, il n'y a pas de réponse officielle à cette question-là qui fait consensus. Mais à l'échelle de l'Occident, d'une part, je pense qu'il y a ce symptôme, ce phénomène d'amnésie assez généralisé sur les siècles passés, la naissance des différentes nations et tout. Nous, au Québec, c'est encore plus vrai.
Donc, et moi, je suis l'auteur d'un livre, là, Le Nouveau Monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens. Et en fait, ce livre-là est une histoire populaire de la Nouvelle-France. Donc, le premier chapitre de la francophonie d'Amérique. Et donc, avec, mettons, l'œuvre de Samuel de Champlain, le rêve de Samuel de Champlain, donc de créer, comme il a dit à 2 occasions, nos fils marieront vos filles, nous formerons qu'un seul peuple. Alors, c'était vraiment la Nouvelle-France, la rencontre de 2 civilisations, le monde autochtone d'Amérique et le monde donc de l'ancien, du vieux continent là, et de la France. Et de par toutes sortes de, disons, d'éléments contextuels, il y a eu une alliance qui a été créée entre les Français et les Premières Nations. Et donc, les Canadiens, les premiers Canadiens découlent de cette rencontre-là. Et donc, le peuple québécois, qui est disons, une expression d'un tout plus grand, qui est en fait la Franco-Amérique. On parle de Oui. près de 20 millions de personnes à l'échelle du continent, aux 4 coins du continent. Et ben, à mon sens, en fait, si on pouvait commencer parce qu'il n'est jamais trop tard pour répondre à la question et de se donner une sorte de consensus, ben, commençons par le commencement, c'est-à-dire regardons ce qui nous a échappé dans notre histoire. Et dans le premier chapitre, en fait, c'est la place des Premières Nations dans notre histoire, dans la constitution de la Société de la Nouvelle-France, dans la naissance donc de cette culture qui était celle des premiers Canadiens. Alors, c'est sûr et certain que pour moi, justement, en réponse à cette mouvance donc transhumaniste, l'effort de retourner à nos sources, à nos origines, de les comprendre, de comprendre qui étaient nos ancêtres, c'est absolument, pour moi, un passage obligé. Et évidemment, sans trop déborder sur le sujet de notre histoire nationale, mais je pense que c'est une clé nécessaire à notre propre émancipation, je pense, en tant que Mais ça ne peuple. doit pas être évident pour les Québécois, dans le sens que, quelque part, autant mon ex-conjointe avait de la difficulté à accueillir ou à respecter ou à être en paix avec ses origines iroquoises, autant pour le Québécois, à qui on a dit pendant des générations, l'Église catholique a dit pendant des générations, ce sont des sauvages, ce sont des gens pas corrects, ce sont de ceci, ce Et le sont de cela. fédéral, disons, Le fédéral ne nous a était certainement pas aidés non l'architecte. plus, exactement. Donc pour le Québécois qui n'a pas nécessairement ses racines autochtones, pour lui aussi, il y a tout un clash d'accepter, d'abandonner des croyances qui ont été fabriquées par une religion, qui avait des avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients, pour se réunifier avec ces différentes cultures des premiers peuples. Mhm, absolument. En fait, ce qui est arrivé, donc pour comprendre justement mettons, cette histoire qui est très, très chargée, il y a des blessures qui sont présentes dans l'histoire des Premières Nations, dans la nôtre également en tant que Québécois. Mais donc, au niveau, disons, d'un point de rupture qui s'est produit, c'est donc la chute de la Nouvelle-France en 1760, quand Montréal a capitulé. Donc, le maître colonial britannique a imposé de nouvelles règles et il faut donner à César ce qui appartient à César, l'art de diviser pour mieux régner. Ça a été, disons, déployé avec une grande finesse et en Oui, fait, puis ils ont fait ça en Afrique aussi de manière assez absolument, démentielle. tout à fait, c'est ça. Disons, l'Amérique a été un peu le terrain d'essai là, pour la colonisation européenne de la planète. Et dans ce contexte-là, ben, on s'est assuré de mettre la clôture, si on veut, entre du côté autochtone, donc les Premières Nations, et du côté de la civilisation, les Canadiens français. Et il y avait un coût, on revient un peu à cette idée-là, mettons, il y avait un opprobre, en fait, d'associer à l'identité autochtone. Ben, nous, on s'est, en fait, je dirais, d'une certaine manière, renié à nous-mêmes et on a renié, en fait, ces peuples frères, parce qu'étant issus, disons, d'eux-mêmes et de cet influx de la France, on a un lien absolument central avec les Premières Nations. Et dans le contexte, tu sais, avec évidemment la loi sur les Indiens, sur le traitement, en fait, qui était réservé aux Premières Nations, au Québec, notre élite intellectuelle, le clergé aussi, ben, on s'est positionné, nous, en tant que simplement
essentiellement français en Amérique et on a évacué la dimension autochtone. Et donc, avec une sorte de négation d'une dimension de nous-mêmes, ben, on en est venu à développer une honte de ça et cette honte s'est transformée en oubli. Mais aujourd'hui, c'est ça, il y a un intérêt nouveau vers l'histoire, vers la question identitaire. Puis je suis rempli d'espoir. C'est particulier, tu sais, parce que grâce à la pandémie, moi, je donne de la formation et le fait que les gens se sont adaptés ou habitués à la formation virtuelle, j'ai eu beaucoup de demandes de l'Ouest canadien, notamment en Alberta et au Yukon. Et je suis fasciné à quel point, chaque fois que je donne une formation ou une conférence, la personne qui va me présenter, avant même qu'on démarre en fait la formation, il y a toujours un message ou une invitation à la réconciliation et une profonde reconnaissance des peuples qui étaient là, les Premières Nations albertaines ou du Yukon. On dirait qu'au Québec, c'est l'inverse. On dirait que si on fait ça, c'est comme si on se réappropriait quelque chose qui nous appartient. Tu sais, ou le vol de la culture. Il y a un terme, une appropriation culturelle. C'est comme si on n'a pas le droit au Québec de se... tu sais, je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Tu comprends? Je pense que c'est pas juste au Québec, en fait, là, mais le terme de réappropriation culturelle, moi, personnellement, je trouve ça drôle parce que pour moi, ça fait pas de sens, tu sais, dans le sens que les cultures appartiennent à tous les peuples. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on partage, la connaissance, la culture, puis c'est quelque chose qui évolue aussi à travers le temps. Donc, c'est comme de dire, si tu te réappropries ça, c'est comme si tu figes la culture dans le temps, puis tu dis, ben là, celle-là est à moi, celle-là est à toi, tu peux pas prendre la mienne, moi je peux pas prendre la tienne. Tu sais, ça tient pas la route. Il faut jouer dans nos plates-bandes. Ça tient pas la route. Et ça a d'autant moins de sens pour moi, qui suis né en Europe, qui ai vécu 24 ans en Europe, puis maintenant que ça fait 30 ans que je vis au Québec. Mais je suis entre les deux, je suis un trait d'union entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Je suis québécois, néo-québécois, néo-canadien, mais j'essaie de trouver ma place aussi sur mon identité. Et j'ai une grande ouverture à tout ça. J'ai l'impression que certains groupes ne voudraient pas qu'on ait cette ouverture-là. Pourquoi? Il y a des blessures. Il y a des blessures, quand on touche à... Disons, quand on parle d'une réconciliation, c'est un mot qui revient de plus en plus, ben, c'est qu'il faut aller fouiller, aller mettre les mains, disons, là où ça fait mal, parce qu'il y a des grosses blessures. Il y a eu ce que moi, je considère être un ethnocide dans le Canada, dans son ensemble. La loi sur les Indiens, c'est une loi ethnocidaire qui visait, disons, à réduire de génération en génération le nombre d'Autochtones qui pouvaient se revendiquer de cette identité-là. Il y avait cette honte associée à la chose autochtone au 20e siècle. Là, un livre d'ailleurs de Jocelyn Sioui, Mon oncle Jules, où ça permet de voir vraiment la lutte qui a été menée par les Autochtones pour, disons, retrouver leur dignité finalement devant un système qui lui disait qu'il était primitif et destiné à disparaître dans cette vision un peu de l'évolution, la théorie de l'évolution sociale. Tu sais. Et donc, il y a des blessures très, très profondes qui sont là, de part et d'autre, et d'ouvrir c'est comme ouvrir une boîte de Pandore, si on veut. Et c'est d'une grande sensibilité, mais j'ai vraiment, je regarde autour de moi et je vois que de plus en plus, des deux côtés, il y a une volonté de revenir à ça et de revisiter notre histoire, revisiter le lien qui nous a unis et qui nous unit encore. Et je pense que c'est ça, la douleur en vaut la peine sans l'ombre d'un doute, mais ça ne sera pas facile. J'ai été témoin dans ma vie d'une réconciliation absolument merveilleuse et dont peu d'historiens parlent. C'est la réconciliation entre les Français et les Allemands. Ils ont vécu 2 guerres, l'un contre l'autre. Des blessures, il y en a beaucoup. Moi, quand j'étais enfant, mes parents appelaient les Allemands les Boches encore. D'accord ? Ils m'ont interdit d'apprendre l'allemand en 2e langue. Ils m'ont dit non, tu ne vas pas apprendre la langue des Boches. Mon frère, 6 ans plus jeune que moi, a appris l'allemand. Donc, en l'espace d'une décennie, le conflit a disparu complètement. Wow. Ils sont devenus amis. Mes parents, mon père a des amis allemands qui s'excusent régulièrement. On est impardonnable
et tout ce qu'on pourra faire dans notre vie ne pourra jamais pardonner ce qu'on a fait. Mais je sais pas l'expliquer, je suis pas historienne, je sais pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que deux peuples aussi blessés à plusieurs reprises sont arrivés en l'espace de quelques années, une génération. Tu sais, j'ai vécu un peu la même chose parce que ma province natale, Oui. 30% de la province est allemande de langue, donc germanique, et 70% est francophone. Ce que nous, on a eu beaucoup comme cours quand j'étais enfant, c'est distinguer l'être humain et l'idéologie. Le problème, c'est l'idéologie, pas l'être humain. On va aller à la pause et on se retrouve tout à l'heure. Il y a un terme tout à l'heure, Marco, qui m'a interpellée, et c'était l'humain augmenté. J'aimerais qu'on aille sur ce terrain-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oui, ben c'est ça. En fait, il y a deux définitions, tu sais, qui peuvent être associées à ce terme-là. De un, c'est justement la définition, la venue du transhumanisme, donc l'humain augmenté par la technologie, par, disons, un moyen de contrôle du biologique. Moi, la définition, en fait, qui m'interpelle beaucoup plus, c'est l'humain augmenté, mais dans sa vraie nature. Et pour moi, l'humain augmenté, c'est l'humain qui est capable de se mettre au service de quelque chose de plus grand que lui. Il y a un terme que j'aime beaucoup, qui est le terme la magnanimité. La magnanimité, c'est Cicéron, en fait, qui avait inventé le terme, empereur ou philosophe romain, qui a inventé magnanimitas, Magnanimité. Ah, le magnanimitas. terme original, qui renvoie à la capacité d'un homme, d'une femme, d'embrasser des idées plus grandes que lui, d'embrasser des idéaux, et en même temps d'être capable de rester ancré dans une humilité qui est celle tu sais, mettons, de l'incarnation humaine. Et pour moi, tu sais, si on veut vraiment se donner des airs de grandeur, je pense que c'est en allant vers l'intérieur et en se connaissant soi-même et en s'offrant, disons, à la vie, en s'offrant à des causes qui sont plus grandes que nous. Oui, mais Et ça m'inspire. c'est plus facile de devenir une femme bio-ionique que de travailler sur mon humilité et me mettre... Oui, mais c'est des c'est enjeux ça, importants parce c'est que tout un travail. Donc, Tout à fait. ça n'intéresse pas les gens. C'est moins oui, populaire, mais en fait, c'est ouais. parce qu'il y a un effort à faire et en même temps, il y a un malaise. Tu sais, quand je vous entends tous les deux, je me rappelle l'entrevue d'un psychiatre il y a une dizaine d'années qui disait, tu sais, on sait que les enfants, ils ne vont pas bien dans le milieu dans lequel ils sont. On voit leur détresse. Mais comme je ne suis pas capable de changer leur environnement, ben, je vais changer leur chimie. Et ça justifie l'usage de psychostimulants pour pouvoir normaliser le comportement des enfants. Donc c'est là, quand on parle d'humain augmenté, c'est utiliser en fait une technologie quelle qu'elle soit pour permettre à un enfant, à un ado ou à un adulte de fonctionner dans une société qui est de plus en plus dysfonctionnelle. Et on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un qui est fonctionnel dans une société dysfonctionnelle est-il normal ou ne devrions pas être non fonctionnel dans une société dysfonctionnelle. Et ce sont là les enjeux. Alors, je reviens avec ce que Marco disait tout à l'heure. Est-ce qu'on solutionne nos défis avec une pilule ou on travaille sur nous? Est-ce que j'aide l'enfant à développer ses ressources ou je lui donne une pilule? Est-ce que j'arrive à faire la paix intérieure avec moi, à ralentir pour être capable de pouvoir gérer tous les défis de la vie? Ou je prends une pilule qui va endormir, ou je vais me distraire avec plein d'autres choses. C'est pour ça que ce sont des gros enjeux actuellement, parce que la technologie nous offre des moyens qu'on n'avait jamais eus auparavant. Exact. Donc, on s'en va où avec tout ça, là? Mais ce n'est pas forcément la solution. Ça peut, c'est clair que la technologie, comme tu l'as dit, apporte, et puis
tout ce qu'on va pouvoir faire pour aider les gens à guérir, à mieux marcher, Oui, ça a son bon côté, c'est sûr. ça a du bon sens. Oui. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'outil, hein? Avec un couteau, on peut tuer et puis on peut faire des choses merveilleuses. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Quel sens on donne à tout ça? Pourquoi je vais faire appel à de la chirurgie? Si je fais de l'appel à la chirurgie parce que je souffre terriblement alors que j'ai encore plein de choses à faire et ça va m'aider et moins souffrir, c'est une chose. Maintenant, si je fais appel à la chirurgie parce que je veux rester belle éternellement, ben, ça apporte quoi ça? Tu sais, ça nourrit quoi en moi pour les autres? Absolument rien. Sauf si tu es tellement en dépression, tu as tellement besoin de ressembler aux standards proposés par les publicités, proposés par les entreprises, que tu es tellement en souffrance que là, à ce moment, tu vas prendre le produit. Et tant que les gens, tu sais, on s'est parlé quand tu sortais d'un week-end dans ta communauté, et je sentais tellement, Gabriel, waouh, c'est dans une ouverture. Veux-tu nous en parler? Parce que tu venais de faire une expérience Ouais, qui était transcendante. ouais, absolument. Puis, il y a plusieurs éléments à ça, là, tu sais, le fait justement de côtoyer des gens de ma communauté. Tu sais, c'est un beau rassemblement. Tout d'abord, les gens dansent, tu sais, dans les powwows. Et c'est beaucoup autour de la danse, des rythmes. Puis, ben, personnellement, c'est ça, j'ai réalisé aussi la danse qui est deux pas de chaque côté, qui pour ressembler au battement du cœur, tu sais, qui pompe. Donc, tu sais, il y a une grande beauté pour moi, je trouve, là-dedans. Puis de réaliser aussi que ça m'habitait tout ce temps-là. Puis j'ai fait des liens dans ma vie que j'avais pas nécessairement conscience avant, qui étaient plus inconscients, mais que j'ai mis en lumière, que ça m'a permis de justement mieux me comprendre. Puis c'est ça, le son des tambours aussi beaucoup. Et la guérison. La guérison, les rythmes, puis le tambour est beaucoup associé à la guérison. Puis quand on se rapproche, tu sais, il faut avoir un respect justement pour, euh, pour les gens qui dansent, les régalias, c'est vraiment les tuniques traditionnelles. Tu sais. Donc, faut pas toucher, par exemple, faut garder un certain respect. Tu sais, puis, mais de me rapprocher des tambours, puis des gens, puis de ressentir la vibration, bref, tu sais, ça m'a fait couler quelques larmes, puis juste vivre des émotions qui probablement ont fait après ça que tu Oui, ressentais cette Ben, tu énergie-là. Oui, parce devais qu'on battre parlait au pouls de ta nation, Ouais. finalement. C'est ça, puis on de tes parlait de origines. problèmes, et en même temps, j'étais mal. Je disais, oh, écoute, c'était tellement beau là-dedans, je veux pas te déranger. Mais non, je le sentais vraiment Ouais. parce qu'il avait fait l'expérience tellement puissamment dans son corps, c'était tellement incarné qu'on pouvait discuter des éléments qui étaient nécessaires, et lui restait dans toute son ouverture à la vie. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Quand on parle d'humain augmenté, on peut le faire avec la technologie, mais on peut le faire aussi par l'expérience humaine. Puis si on se sent appelé par le yoga, faire du yoga. Si on se sent appelé par la méditation, faire de la méditation. Si on se sent appelé par courir 10 km tous les matins, parce que ce que notre corps va libérer dans la course à pied de fond, ben ça aussi, c'est bon, sans avoir besoin de médicaments. Non? Mais il faut faire cette expérience-là. Tu n'as pas cette impression-là? Se reconnecter à nos racines. Voilà. On est comme des arbres. Je veux dire, si on n'a plus de racines, on ne peut pas grandir. Il n'y a pas d'avenir si on ne va pas dans le passé. Hein. Qui suis-je? D'où je viens? C'est primordial. Et ça, c'est une des parties du drame actuel de notre civilisation. C'est qu'ils ne savent plus d'où ils viennent. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. En fait, une histoire de date, mais pas une histoire de courant. Non. On ne comprend pas la logique. Non. Tu sais, qui était, tu sais, d'où on vient, qui étaient ses ancêtres, tu sais, qui nous ont précédés, qui nous ont tendu le flambeau d'une génération à l'autre. Tu sais, on se voit souvent, nous, quand on étudie l'histoire, c'est comme si on la regardait derrière une baie vitrée, tu sais, comme si on était coupé de ça, comme si l'histoire était quelque chose de révolu, mais c'est faux. Tu sais, il y a des historiens qui vont étudier la période dans laquelle on est en sachant très bien que c'est la continuité des siècles qui ont précédé l'époque actuelle. Tu sais. Fait qu'il faut réembrasser notre rôle de participant dans la grande histoire humaine, tu sais, dans la grande histoire du Québec et de peu importe où on se trouve. Puis pour moi, en fait, tu sais, mettons, pour se poser la question un peu, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, les cultures autochtones, moi, je suis
profondément habité aussi par un amour des cultures autochtones en soi. Et un des éléments centraux de la spiritualité autochtone, c'est l'amour du monde naturel. Notre planète, elle est tellement belle. J'ai fait un road trip avec mon amoureuse cet été à Charlevoix, à la Basse-Côte-Nord. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs moments devant la beauté saisissante, les hautes-gorges de la rivière Malbaie, Tadoussac, le fleuve. On a une planète qui est tellement belle. On n'a pas besoin de regarder ailleurs pour voir le paradis dans lequel on se trouve. Et pour moi, si un bel endroit où commencer, au-delà à l'intérieur de soi, des pratiques qui peuvent nous faire du bien, mais c'est vraiment aussi de tomber en amour avec le monde qui nous entoure, avec la vie qui nous est offerte. Et plus on est ouvert à ça, plus on est en amour avec ça, plus les champs des possibles s'ouvrent. C'est très beau. C'est très beau, je crois que... C'est un beau message d'espoir et positif. C'est un beau Merci message. Il y a tellement de choses à partager, tellement de choses tellement de champs à ouvrir, de cœur, d'esprit, de retour à soi, sur soi, à faire pour que le vent tourne, impliquons-nous, inspirons-nous, tout simplement. Merci à mes invités. Merci Marco d'avoir été là. Merci Nadine. Merci Martine. Et merci Gabriel. Vraiment, ça a été très riche de partage et de beauté. Merci Joël. Merci à toi Martine. Ça a été une belle série d'émissions. Une belle série d'émissions qui nous ouvre la porte sur tant d'autres choses. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Très apprécié. À bientôt.